puisque cette infirmière de 37 ans est décédée après avoir été poignardée par un déséquilibré. On va faire le point sur les toutes dernières informations en notre possession et je vous passe la parole, professeur Juvin. Une minute de silence, observée en mémoire de Karen, cette infirmière de 37 ans, tuée pendant son service à Reims ce lundi. Des centaines de blouses blanches rassemblées devant le CHU, le personnel soignant est secoué par le drame. Ouais, c'était un peu dur parce que la collègue ASH a couru dans le service pour nous demander de fermer les portes. C'était rude. Puis après, le brancardier qui nous raconte qu'au final, c'est une collègue infirmière qui s'est pris plusieurs coups de couteau, qui est au bloc opératoire. On en a beaucoup parlé toute la journée. De son côté, après s'être rendu hier au CHU, le ministre de la Santé François Braun a annoncé la prochaine réunion d'un comité pour plus de sécurité pour les soignants. La sécurité des soignants est quelque chose qui nous interpelle tous, qui est absolument essentiel. Je réunirai avant la fin de la semaine un comité avec toutes les parties prenantes, les syndicats, les professionnels, pour agir le plus vite possible, pour voir ce que l'on peut faire pour garantir encore plus de sécurité pour les soignants, sachant que, et c'est ce que nous échangions, l'hôpital est un lieu par définition ouvert où l'on vient se faire soigner, ce qui rend d'autant plus intolérable cette violence brutale dans un endroit qui est fait pour porter soin et pour porter secours. Le ministre de la Santé demande aussi une minute de silence dans tous les hôpitaux ce mercredi à midi. Philippe Juvin, la violence monte dans notre pays au point que 35 infirmières sont agressées chaque jour en France. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société et comment est-ce qu'on peut endiguer ça? Ça dit deux choses, je crois. Premièrement, une difficulté majeure de faire respecter le droit. Ce sont des violences particulières parce qu'elles s'adressent à des personnels soignants. Et puis une deuxième chose, c'est l'écroulement total de notre psychiatrie, avec une psychiatrie qui n'est pas capable ni de faire de la prévention, ni de prendre en charge des patients chroniques dangereux qui sont en liberté, et qui n'est pas capable de prendre aussi en charge correctement les épisodes aigus. Il y a 10 ans, donc le dernier chiffre qu'on a, c'est 10 ans. Vous voyez, comme quoi on est vraiment très, très au point. C'est 2013, il y avait eu une étude dans tous les services d'urgence de France. L'étude va être faite dans quelques semaines. Mais il y a 10 ans, il y avait que dans les CHU, centres hospitalo-universitaires, un service sur deux simplement qui avait un psychiatre. Un seul psychiatre, on parle. En continu durant la journée. Je ne parle pas de la nuit, que c'était plus bas. Et dans les centres hospitaliers autres, régionaux par exemple, c'est un service d'urgence sur 4. Il faut bien comprendre que le fait d'avoir un psychiatre modifie considérablement la prise en charge d'un patient, par exemple, violent. Et moi, ce qui m'inquiète dans la déclaration de M. Braun, le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, c'est qu'il dit on va prendre des mesures, on va prendre des mesures. Mais en fait, vous l'avez rappelé, des violences, il y en a tous les jours. Celle-ci est particulièrement grave. Mais je pourrais vous citer des exemples qui ont failli être aussi graves il y a encore quelques semaines, y compris dans des hôpitaux qui sont des hôpitaux de grands CHU. Par exemple, c'est quoi? C'est des violences gratuites? On vient pour tuer un médecin, pour tuer une infirmière? Il y a de tout. Alors évidemment, vous avez tout le lot de l'agressivité verbale, permanente. Celle-ci, d'ailleurs, est minorée parce qu'on passe dessus. Je pense, moi, qu'une des voies de traitement du sujet, c'est d'être impitoyable avec ne serait-ce que les insultes à l'égard des personnels soignants. Il faudrait qu'une plainte soit déposée systématiquement par l'établissement quand un personnel soignant est agressé, y compris verbalement. Puis après, vous avez toute l'échelle de l'agression. Et l'exemple que j'ai en tête, qui a quelques semaines, d'un hôpital qui n'est pas situé très loin d'ici, de notre studio, c'est un médecin d'un service d'urgence qui s'est fait agresser au cutter. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas assez vite. Un patient, c'est un mélange de psychiatrie, de patients agités, toxicomanes, avec probablement un temps d'attente qu'il a considéré comme étant trop important. En fait, la réalité de la violence, c'est qu'elle est protéiforme. Enfin, ses causes sont protéiformes, sont multifactorielles. Mais peu importe les causes, quand vous êtes dans la crise, en fait, la conduite est toujours la même. C'est bien d'avoir un spécialiste de la maladie mentale, un psychiatre en particulier, et nous n'avons pas suffisamment de psychiatres dans nos hôpitaux. Louis de Ragnel, d'Europe 1. Très concrètement, comment est-ce que vous faites quand vous faites face à un patient qui vient dans un service d'urgence? Vous n'êtes pas psychiatre. Pour s'en occuper, c'est vous qui vous... Quand il est agité, quand il est violent. Comment vous faites? Bien, d'abord, il y a un premier contact qui est verbal pour essayer de le raisonner, de le calmer, de l'entendre, faire baisser la pression de quelqu'un qui est... Et puis après, vous avez des moyens de contention. C'est-à-dire que
On attache vous les gens, quoi. pouvez Et soit ça, vous lui le faites vous-même. Vous l'avez fait convention chimique, c'est-à-dire qu'on peut administrer des médicaments pour calmer les gens. Encore faut-il parfois les attraper. Donc vous imaginez la scène où on est parfois plusieurs sur le malade pour lui injecter vous-même. quelque Vous êtes chose. formé à attraper quelqu'un. Vous faites comme vous pouvez. Quoi. On fait comme on peut. Et puis, vous avez les contentions mécaniques. Parfois, on attache les gens. Donc, c'est vrai on est souvent très démunis. Quand vous arrivez dans un service d'urgence avec un patient très agressif à 23h le soir, quand vous n'avez pas de psychiatre, vous êtes démunis et les équipes sont seules et se débrouillent. Et pourquoi il y a aussi peu de psychiatres? Parce que c'est une filière qui attire moins. Mais pourquoi y a-t-il aussi peu de médecins en France? Vous savez qu'en Et la France... psychiatrie, c'est vraiment un sujet dont enfin, il y a beaucoup de sujets quand même de santé dont on a beaucoup parlé avec le Ségur, notamment de la santé, après le Covid. Mais c'est vrai que la psychiatrie, c'est un sujet qui a complètement été passé sous silence. Et aujourd'hui, c'est quoi quel est le problème pour vous de la psychiatrie? Outre le fait qu'il n'y a pas assez de moyens, pourquoi est-ce qu'il y a moins de vocations? Professeur Juvin. Le problème majeur de toute la médecine en France, et particulièrement de la psychiatrie, mais toute la médecine, c'est qu'il n'y a pas suffisamment, non pas de moyens, mais de personnel formé. Il y a 500 psychiatres globalement qui sont formés dans nos facultés de médecine tous les ans, 500. Le chiffre est constant depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas augmenté depuis 10 ans. Pourquoi il y en a moins alors dans les parce que les gens partent à la retraite, parce que un psychiatre sur 4, tenez-vous bien, en France, est un médecin retraité qui travaille en cumul emploi-activité. 1 sur 4. Donc si on n'avait même pas les médecins retraités, je ne sais pas comment on ferait. Donc la population grandit, la population est plus malade, y compris pour des maladies psychiatriques, on pourra en parler. Et le nombre de psychiatres n'augmente pas, voire il baisse. Yohann Usaï du service politique de CNews. Le ministre de la Santé va se saisir du dossier, mais ça aurait dû il y a des années en réalité. Alors, je comprends la prise de parole du ministre qui, compte tenu de ce drame, veut d'abord rassurer le personnel médical, ceux qui travaillent dans les hôpitaux précisément, adresse un message à l'opinion qui réclame aussi des mesures supplémentaires parce que tout le monde a été atrocement choqué, bien sûr, par ce qui s'est passé. Donc c'est une réaction politique entre guillemets classique quand il y a fait divers, parce que c'était là un fait divers dramatique, mais de ce type-là, il y a une réaction, une annonce politique. Il faut se méfier de ce type de réaction. Généralement, ça ne porte pas beaucoup ses fruits, parce qu'en réalité, c'est la société dans son ensemble qu'il faut protéger. Protéger les infirmières, vous avez ce chiffre, les médecins généralistes, on a appris ce chiffre il y a quelques heures, les agressions dans les cabinets des médecins généralistes ont bondi de 23% l'année dernière. Il faut protéger les policiers qui sont souvent agressés, ça doit protéger ceux qui nous protègent. Vous voyez bien qu'on ne s'en sort pas. Et quand on dit qu'il faut protéger la société dans son ensemble, ça passe par la psychiatrie qui est devenue un secteur complètement abandonné. Il y a 2 fois moins de lits aujourd'hui en psychiatrie qu'il y a 20 ans. Est-ce que vous imaginez la catastrophe? Ça conduit à des faits divers dramatiques dont on parlait là trop souvent. La prison, on en parle souvent, il y a un gros problème avec la prison qui est devenue une usine à créer des récidivistes parce qu'il n'y a pas de suivi, parce qu'on ne suit pas les prisonniers. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus global que des annonces de ce type-là qui sont des annonces politiques et qui, hélas, ne porteront pas leurs fruits. Professeur Juvin, ce qui est très fatigant, si vous voulez, ce sont ces annonces et ce sont les minutes de recueillement. Évidemment, nous sommes tous attristés et évidemment, il y a des minutes de recueillement et elles sont importantes. Mais elles ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de l'action publique. Or, l'action publique se contente de ça. Et moi, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut faire. Il y a une première politique en matière de répression. Les spécialistes autour de la table, de l'action publique, c'est-à-dire qu'il faut des mesures simples et radicales pour protéger ceux qui nous protègent. Les policiers, les pompiers, les infirmières, les médecins. Tu touches à une infirmière, à un policier, à un pompier, le soir, tu dors en prison. Première mesure. Et ensuite, sur la psychiatrie particulièrement, il faut regarder ce que Chirac avait fait pour le cancer il y a 20 ans. À l'époque, il y a 20-25 ans, la prise en charge des maladies du cancer n'était pas vraiment extraordinaire en France. Et ils ont créé l'INCa, Institut national pour le cancer. C'est-à-dire une sorte d'organisation chapeau qui a abrité à la fois la recherche, le monde de la recherche, le monde du soin, le monde logistique, le monde industriel qui crée les médicaments pour le cancer. Et grâce à ça, le niveau de prise en charge des maladies du cancer a beaucoup augmenté en France. Il faut faire la même chose pour la psychiatrie. Il faut un INCa de la psychiatrie, de la recherche, des soins, de l'organisation. L'appel de Philippe Juvin en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On fait une petite pause. On va s'intéresser au profil de cet agresseur de 59 ans qui a agressé et tué cette infirmière hier à Reims. Le très très long parcours judiciaire, 5 ans, puisqu'il avait déjà agressé en 2017 à coups de couteau d'autres personnels médicaux. À tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque évidemment le décès de cette infirmière poignardée à Reims par un déséquilibré de 59 ans. On va s'intéresser donc au profil psychiatrique de cet homme qui était déjà passé à l'acte en 2017. Il avait déjà agressé à coups de couteau des personnels soignants. On fait le point avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Noémie.
Le suspect, Franck F., avait déjà agressé 4 personnes au couteau, c'était en juin 2017. Il s'en était pris au personnel de la structure spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un trouble psychique où il résidait. Une enquête pour violence aggravée avait été ouverte et confiée à un juge d'instruction le 30 juin 2022. Après 5 années d'enquête, le juge d'instruction a décidé de transmettre le dossier à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur la question de la responsabilité pénale de cet homme aux lourds problèmes psychiques, un homme placé sous curatelle depuis des années. Ce juge d'instruction avait estimé que l'agresseur était susceptible d'être déclaré irresponsable, mais voulait la confirmation d'une formation collégiale. La chambre de l'instruction, ce sont 3 magistrats qui tranchent. Cette chambre de l'instruction, justement, devait se réunir ce vendredi à 9h, plus de 10 mois donc après avoir reçu le dossier. Dans l'attente de cette audience, cet homme de 59 ans n'avait pas été placé sous contrôle judiciaire, il n'avait pas de contraintes particulières. La chambre de l'instruction peut décider de prendre des mesures de sûreté comme une hospitalisation d'office. L'audience de vendredi est maintenue. On ne sait pas si le suspect sera en état d'y assister et l'examen du fond sera peut-être renvoyé à une date ultérieure. Merci Noémie Schulz pour ces précisions. Commissaire Vallet, on est quand même frappé par la lenteur de la justice dans ce dossier. On se tournera vers le médecin dans un instant pour le volet psychiatrique, mais quand même 5 ans, une enquête de 5 ans. Il avait agressé en 2017 des personnes et là il n'avait même pas de contrôle judiciaire. Alors là, ce qui est inquiétant, c'est que le juge d'instruction, en fait, souvent, il se retrouve bien seul à mener des enquêtes en donnant des commissions rogatoires et des instructions aux enquêteurs, puisque les enquêteurs, lorsqu'ils sont en commission rogatoire, travaillent sous le contrôle et les instructions du juge d'instruction. Et rappelez-vous, pour la forme, le procès d'Outreau, on avait le juge Burgot, qui était un juge d'instruction, qui s'est retrouvé bien seul et qui avait évoqué cette solitude et cette inexpérience pour évoquer les erreurs judiciaires. Et aujourd'hui, la fin d'Outreau, c'était 2015, ça avait commencé en 2004. Et aujourd'hui, on voit que en 5 ans, le juge d'instruction qui était seul à instruire ce dossier s'est retrouvé bien démuni et d'une certaine manière bien inédocumenté pour pouvoir prendre une décision, et il saisit la chambre de la cour d'appel de Reims. Donc finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on refait les mêmes erreurs avec les mêmes problématiques identifiées, mais avec des solutions qui ne viennent pas. Et décidément, en réalité, on a encore des victimes supplémentaires. Et ce que nous, on demande, c'est effectivement une justice plus rapide. Et j'ai entendu hier le garde des Sceaux nous dire que pour lutter contre les violences conjugales, on a créé encore des pôles spécialisés, avec des magistrats spécialisés, avec des structures spécialisées. Mais comme on manque de greffiers, de magistrats et des tribunaux qui sont quand même en désuétude la plus complète, même s'il y a un investissement sur les dernières années, je me demande, on va aller les chercher, tous ces personnels qu'on n'a pas, et avec déjà des procédures qui les accablent au quotidien. Vous avez absolument raison, commissaire. Professeur Juvin, 5 ans d'enquête. Et un individu dangereux qui était laissé libre. C'est tout le drame de la justice, qui peut se résumer en un seul mot, c'est le délai. En fait, j'entends que chaque fois qu'il y a un drame, il y a toujours quelqu'un qui se croit plus intelligent qu'un autre, qui va faire une proposition en disant « oui, il faut durcir le code pénal ». Enfin, pardon, la question n'est pas là. La question, c'est déjà de l'appliquer, et de l'appliquer dans des délais. Donc, le vrai sujet, c'est la rapidité de la justice et la certitude que quand on commet un fait, on va être rapidement sanctionné. Pas un jour sanctionné, mais rapidement. Parce que la rapidité est liée aussi à la certitude de l'être. Ça, c'est une évidence. Mais pardon, ce que vous vivez dans la police et ce que vivent les malheureux juges dans la justice, nous le vivons, nous les médecins. Essayez de trouver aujourd'hui, facilement, rapidement, un psychiatre. Pour un psychiatre, c'est impossible. Un enfant, ou pour un adulte, ou pour un adolescent. Donc vous voyez que nous sommes totalement démunis là-dessus. Et après, il ne faut pas de larmes de crocodile, comme on en a de beaucoup d'autorités, je trouve, aujourd'hui, en disant « ah, ça va changer ». Non, en réalité, rien ne va changer, puisque les mesures ne sont jamais prises. Je vous dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'INCa de la psychiatrie, l'Institut national du cancer de la psychiatrie, il faut multiplier par 2 le numerus clausus en France, par 2. Et donc, on aura non plus 500, mais 1000 psychiatres formés tous les ans. Il faut, bref, donner des forces vives et faire en sorte que dans les hôpitaux, on ait du personnel. Aujourd'hui, on n'a pas de personnel. Louis de Ragnel, d'Europe 1, encore une fois, 5 ans. Il a agressé 4 personnes au couteau en 2017. Comment est-ce qu'on peut avoir un individu qui n'a même pas de contrôle judiciaire en liberté dans les rues ? Alors ça, c'est la décision, encore une fois, je vais dans le sens de ce que dit monsieur le député, c'est la décision de la justice, la décision du contrôle judiciaire. Donc manifestement, ce contrôle judiciaire n'a pas été jugé nécessaire. On sait qu'il était suivi médicalement, c'est ce que dit en tout cas le ministère de la Justice aujourd'hui. Et effectivement, là on est dans une sorte de no man's land où tout le monde essaie d'échapper un peu à sa responsabilité. Et
et je veux pas non plus charger les personnels de justice qui ont pris cette décision-là, parce que il y en a, la plupart d'entre eux sont de bonne volonté et ils sont souvent débordés, surchargés de travail. Moi, ce que je note simplement, ce qui m'a un peu étonné quand même dans la présentation des faits, c'est qu'on dit qu'il n'y avait pas de mobile, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison connue pour l'instant qui aurait pu justifier, expliquer l'acte de cette personne. Et en fait, si on en sait un peu plus, c'est-à-dire que, en tout cas dans ce que la personne donc de 59 ans a expliqué aux policiers au moment de son interpellation, il leur a dit très clairement qu'il en voulait énormément aux blouses blanches, sont ces mots, parce qu'il considère qu'il a été très mal pris en charge dans son suivi psychiatrique et que, manifestement, ce qu'il dit, en tout cas, il a vécu, on lui a fait subir des maltraitances. Et il dit d'ailleurs aux policiers, alors qu'il venait de tuer cette infirmière, à chaque fois que je recroiserai une blouse blanche, je la planterai car je veux me venger. Donc le mobile, on l'a, il est caractérisé. Il est caractérisé. La vengeance, c'est un mobile. Commissaire Vallée. Pour rebondir sur les propos de M. Juvin et de Ludragnen, d'abord, les contrôles judiciaires, c'est un sacerdoce pour les commissaires à faire respecter, parce que dès qu'un magistrat prend un contrôle judiciaire, c'est le commissaire ou la brigade de gendarmerie qui est en charge de l'application. Et souvent, il y a des carences, mais par la multitude de procédures et les portefeuilles que chaque enquêteur de sécurité publique supporte, c'est très difficile d'avoir un suivi assidu et quasiment instantané. Ensuite, je suis complètement d'accord avec vous, M. Juvin, c'est pour ça que nous on propose une chose, et je crois que votre parti et d'autres partis le reprennent, c'est ces fameuses courtes peines. Le but, c'est pas de mettre pendant 10 ans une personne qui insulte un soignant, un pompier, un médecin, un policier ou un gendarme ou un élu en prison. Le but, c'est une comparution immédiate, une sanction immédiate. On sait qu'aujourd'hui, en dessous d'un an, on va pas en prison, mais on peut très bien faire 15 jours, un mois, de manière à ce que dans des établissements dédiés, évidemment pas avec les grands criminels ou ceux qui font des longues peines de prison, pouvoir les incarcérer de manière à ce qu'il y ait une réponse pénale ferme, dissuasive, immédiate, exécutable, et qui, derrière, donne un sens réellement à ce que la personne, on lui reproche. J'applaudis. Oui, vous prenez... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la prison, en fait, est devenue l'alpha et l'oméga de la réponse pénale. Et comme elle est difficile parce que les prisons sont pleines, du coup, il n'y a pas de réponse. C'est ça le paradoxe. Donc, ce que nous proposons, nous, c'est de rétablir des petites peines qui ont été abolies, d'ailleurs vous l'avez rappelé. On rétablit les petites peines, et plutôt que de condamner quelqu'un à 6 mois qu'il ne fera jamais, je préfère qu'il soit condamné à 6 jours qu'il fera. Et là, vous verrez, ça sera efficace. Yohann Usaï, du service politique de oui, CNews. Je ne suis pas certain qu'il faille blâmer les magistrats dans ce cas-là. Je crois que nous payons là, avec cette affaire, mais globalement, la société paie en ce moment des choix politiques et budgétaires qui ont été faits durant les dernières années, et même durant les dernières décennies, parce que si la justice est à ce point exsangue, c'est aussi parce que des coupes budgétaires très importantes ont été faites à un moment où les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de nos pays cherchaient à faire des économies. Et la justice, ça fait partie de ces ministères qui ont été pendant des années extrêmement mal lotis. Il faut reconnaître à Éric Dupond-Moretti qu'il est quand même le premier garde des Sceaux à avoir obtenu des hausses de budget très importantes et significatives. Rappelons qu'il a fait une promesse. Il souhaite diviser par 2 le délai entre le moment où l'auteur des faits commet son délit et le moment où il sera jugé. Ça va prendre du temps. On verra bien si c'est le cas effectivement. Mois à 9 mois, mais c'est une promesse qui est extrêmement importante. Après, quand on a dit cela, on peut aussi s'étonner qu'une personne considérée comme étant irresponsable soit en pleine nature, puisse aller et venir à sa guise et donc agresser qui elle veut. Aurait été ça, c'est un autre souci. Juste un mot, je suis d'accord avec vous, Yohann. Moi, il y a quand même des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus 8%, c'est l'augmentation du budget du ministère de la Justice, et c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et dans le même temps, Emmanuel Macron nomme une contrôleuse générale des prisons qui explique quand même, je viens de retrouver ces phrases, elle a publié un rapport il y a quelques jours, que plus on construit, plus on remplit les prisons, et donc c'est un drame, et donc il ne faut pas construire plus. Elle explique que on cède à une facilité du populisme lorsqu'on explique qu'il faut plus d'incarcération. Elle déplore effectivement le fait qu'il y ait une surpopulation carcérale, mais de l'autre côté, en fait, c'est un choix qui est éminemment politique. Si tout le monde déplore la surpopulation carcérale, ensuite il y a 2 lignes très claires en fait. C'est soit vous dites il faut construire plus de places de prison, soit vous considérez qu'il y a trop de détenus en prison et donc qu'il faut les libérer ou qu'il faut faire des aménagements de peine. Et il y a toujours ce flou, si vous voulez. Et ça, c'est pas clair. Et je cite une dernière phrase quand même qui est incroyable. La contrôleuse générale des prisons, des privations de liberté, qui est nommée indirectement par le président de la République, explique quand même que l'annonce de l'augmentation de 15 000
places de prison en France est une proposition qui fleure le rance. Oui, mais justement... si vous voulez, en fait, politiquement, si vous voulez, il y a des choses qui sont pas claires. Et je trouve qu'en fait, maintenant, il faut choisir son camp. Je pense que le chef de l'État, s'il veut vraiment montrer par les faits aussi dans quel camp il se situe, il faut accélérer le plan de construction de places de prison. Parce qu'en fait, comme on vient de tourner le sujet dans tous les sens, la base, c'est d'expliquer qu'en fait, dès lors qu'il y a une menace, dès lors qu'il y a une menace pénale, il faut qu'il y ait la sanction. Mais comme la sanction ne peut pas être appliquée puisqu'il n'y a pas de place en prison, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut commencer par le début. Il faut accélérer le plan de construction. Cela montre premièrement qu'il y a beaucoup d'idéologie dans ce débat, avec des gens qui considèrent que punir, c'est mal. En fait, c'est ça le vrai sujet. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, les magistrats ne sont pas à blâmer. Ce qui est à blâmer, c'est cette dérive idéologique qui a envahi le pays pendant des années, qui fait que justement la punition n'est pas une bonne chose. Puis il y a un troisième point. On ne peut pas se satisfaire de dire « Ah, on a mis beaucoup d'argent dans la justice ». Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le coup qu'on nous fait désormais. Quand ça ne va pas, on dit « on met de l'argent ». Moi, je ne demande pas à ce qu'on mette de l'argent. Je veux qu'on mette de l'efficacité. Donc le vrai sujet, c'est pas tant l'argent qu'on met, c'est pour quelle efficacité. Et on sait qu'un des drames de la France, c'est que nous mettons beaucoup d'argent dans nos services publics, mais pour des services publics qui se dégradent. C'est valable pour la justice, c'est valable pour la santé. On met par exemple beaucoup d'argent sur la santé pour une efficacité moindre. Il y a des exemples étrangers très intéressants qui demandent aux services publics de publier des résultats avec une granulométrie fine, c'est-à-dire établissement pénitentiaire par établissement pénitentiaire, commissariat par commissariat, hôpital par hôpital. Publier des résultats d'efficacité, sans sanction, mais le fait de publier des résultats, la transparence sur les résultats pousse à l'efficacité de la chose publique. Mais commissaire Vallet, vous vouliez rajouter quelque chose ? Si on prenait par exemple la police judiciaire de Marseille, on verrait que de 35% à 50%, c'est l'augmentation des législations des règlements de compte par les enquêteurs de toute la police judiciaire de Marseille. Ça, c'est intéressant de le dire quand on voit qu'il y a des règlements de compte qui augmentent. Ensuite, Dominique Simoneau, cette contrôleuse générale de privation de liberté, moi j'avais été choqué par une chose dans son rapport. Elle était venue visiter les commissariats de police lors des gardes à vue liées aux manifestations, lors du conflit de la loi des retraites, et en réalité elle avait expliqué que pour humilier ou pour atteindre à la dignité des femmes, on enlevait par exemple les soutiens-gorge. Mais en fait, si elle s'intéressait un peu plus sérieusement au commissariat et au processus des policiers en garde à vue, c'est pour éviter les suicides. Et la même personne qui nous dit qu'on atteint la dignité des femmes lorsqu'on enlève les soutiens-gorge, c'est la même qui nous tombera dessus si jamais ils utilisent les soutiens-gorge pour être pendus dans les cellules. Non mais c'est déjà arrivé. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on occupe une fonction institutionnelle aussi importante, dire des bêtises et qui portent atteinte à le renom de notre institution, moi je le supporte pas parce que j'attends un sérieux. Elle a été nommée par un gouvernement qui de l'autre côté prône la fermeté. Mais je relativiserai un peu quand même le rôle de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté parce qu'elle n'a pas de pouvoir politique. Elle fait des rapports qui sont suivis ou non. En l'occurrence, Emmanuel Macron sur les places de prison, il a tranché, il a annoncé une construction massive de places de prison. Donc je crois que le président... Il a annoncé la construction des places de prison qui n'ont pas été faites lors du dernier quinquennat. Oui, parce que ça prend plus de temps, parce que vous savez bien que construire une prison, c'est très compliqué, il y a des recours qui sont formulés, etc. Mais c'est en cours quand même. Ce qui est bizarre, c'est cette ambiguïté, c'est nommer Claire Hédon, défenseur des droits, qui tient un discours qui est totalement opposé à celui du ministre de l'Intérieur. Mais qui, encore une fois, n'a pas de pouvoir politique. C'est important de le préciser pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Je suis d'accord avec vous, mais elle entretient un climat de défiance contre la politique de fermeté du gouvernement. Et en fait, tout ça, ça brouille le message. Oui, alors commissaire Vallet, vous vouliez rajouter Non, mais quelque moi chose ? je suis pas d'accord avec des fois avec Yohann, on n'est pas d'accord. La défenseur des droits, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ont quand même une parole qui est forte au sein de nos institutions de la République. D'ailleurs, ils ont été constitutionnalisés par Nicolas Sarkozy avec la réforme Cosson de 2008. Et donc, ce qu'on dit, c'est que quand on veut critiquer des forces de police ou de gendarmerie, malheureusement, c'est souvent le cas même de certains élus de l'extrême gauche. C'est qu'ils ont un commentaire à faire sur tout, mais ils y connaissent rien en fait. C'est ça moi que je reproche aux gens. Monsieur Juvin est médecin. Voilà, moi je suis Monsieur Juvin est médecin. Moi je suis pas médecin. Je vais pas expliquer comment fonctionne le processus des services d'urgence ou de gériatrie. Une dernière question, parce que demain, il y aura l'hommage national, jeudi l'hommage national pour vos 3 collègues. Évidemment, on a une pensée pour eux, pour leur famille et tous vos collègues sur le terrain. Oui, s'il y a ce dernier mot important, et finalement le plus important pour nous, je remercie le major de police qui dirige la brigade J1 de commissariat de Roubaix. Lorsqu'il a rencontré le ministre de l'Intérieur, on m'a rapporté des propos sur des déclarations, modestement, que j'ai pu faire à l'endroit de Paul, de Steven et de Manon. Et je veux les en remercier parce que c'est moi qui suis admiratif de leur courage chaque jour et chaque nuit d'aller sur la voie publique, de se frotter à la délinquance, au danger, à la difficulté et surtout avoir l'esprit que le lendemain matin, quand tu travailles de nuit ou le soir, quand tu travailles de journée, il y a cette possibilité de pas rentrer à la maison, de voir les familles, les enfants, les proches, les amis et d'une certaine
certaine manière, quand j'ai discuté encore hier soir avec un gardien de la paix de la brigade de nuit de Roubaix, il me disait qu'en arrivant au commissariat, par exemple avec Manon, il avait été affecté au service de plainte pendant 3 mois et que Manon trépignait d'impatience d'aller en brigade de roulement, faire le tout venant, quand vous faites le 17 police secours, quand vous voyez ces policiers en véhicule sérigraphié. Et donc, en réalité, le plus bel hommage que les Françaises et les Français leur rendent, c'est quand un policier interpelle un voleur, interpelle un mari violent ou résout un problème lié à des infractions qu'on nous font remonter aux concitoyens et qu'on a juste un simple merci et une simple témoignage de reconnaissance. C'est la plus belle façon de témoigner son soutien aux forces de l'ordre, même si je le rappelle, on peut toujours s'améliorer, mais encore une fois, le lourd tribut que paye la police nationale et la gendarmerie nationale, on n'est pas dans la même, on est dans la même institution, on n'est pas dans la même direction, on est dans la même institution et on porte la même passion de servir. Et ben c'est important. Et je remercie tous ces anonymes qui sont venus déposer des fleurs, qui ont témoigné par les réseaux sociaux de leur soutien aux policiers. Cette cagnotte qui est réunie à peu plus de 130 000 ou 140, enfin il y a une somme mirobolante pour nos collègues, on en est vachement touchés, qui va être reversée intégralement aux familles. C'est sur Litchi, je parle de faire un peu de pub, mais au moins ça permettra de ces familles de pouvoir non pas malheureusement revivre parce qu'on revit pas ça, mais de survivre avec ces moyens modestes qui permettront aussi d'apporter un soutien moral et financier. Hommage à nos forces de l'ordre. Merci, commissaire Vallet. 18h31, tout de suite le rappel des titres de